C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. Nous sommes mercredi 13 novembre 2019. Bienvenue madame, bienvenue monsieur et les principaux titres pour démarrer cette édition. Les principes de base garantis par la Constitution du Burundi et le Code de procédure pénale burundais ont été foulés aux pieds par les juges de la Cour d'appel de Nahangwa qui étaient en itinérance à Bubanza lors de la comparution surprise ce lundi des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et leur chauffeur. Lecture faite par Maître Janvier Bigirimana. Vous aurez les détails au début de cette édition. Le discours de la haine prononcé au vu au su d'un pouvoir en place est un crime puni par la Cour pénale internationale. Analyse de Maître Ahmed Nyongere, un des défenseurs des droits de l'homme, se basant sur les propos d'Albert Mandela Tunga, actuel directeur de l'OTRACO, qui avait accusé le bureau de l'Union européenne sur son tweet de ne recruter que des femmes Tutsis. Il faut lutter contre la pauvreté et l'ignorance de la population pour venir à bout des conflits dans la sous-région et en Afrique. C'est la solution prônée par Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui participe en ce moment au Forum pour la paix à Paris. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et leurs chauffeurs ont eu une surprise lundi. Ils ont été convoqués dans l'après-midi à comparaître devant les juges de la Cour d'appel de Nahangwa qui étaient en itinérance à Bubanza. Le directeur du groupe, Antoine Kaburahe, a fait savoir par un tweet que les journalistes ont comparu sans leurs avocats. Ils ont donc refusé de répondre aux questions des juges en l'absence de ces derniers. Pour justement le juriste Janvier Bigirimana, les principes de base qui doivent être observés par le juge ont été violés. Il indique que ces principes sont garantis par la Constitution du Burundi et le Code de procédure pénale burundais. Suivez. Ces principes veulent que personne ne soit pris au dépourvu et que nul ne soit jugé sans que tous les moyens de défense soient soumis effectivement au juge et dans un délai raisonnable avec l'appui des professionnels du droit, en l'occurrence les avocats. Et dans le cas d'espèce, nous pensons que le juge a commis au moins 2 fautes qui portent un grand préjudice aux 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et du chauffeur qui sont incarcérés à la prison de Bubanza. Et la première faute, c'est que le juge savait pertinemment que ces 5 présumés étaient détenus à la prison de Bubanza et le juge ne pouvait pas manquer de moyens pour pouvoir atteindre ces prévenus et pour les aviser par rapport à la date du procès. La deuxième faute, c'est que les avocats qui interviennent dans son dossier sont des avocats qui sont déjà identifiés par le juge et ce sont des avocats qui de toutes les façons, les adresses sont soit connues par le juge ou pouvaient de toutes les façons être connues en contactant notamment l'ordre auquel ils appartiennent. C'est aussi pour dire que même s'il y avait urgence, il était possible de les contacter et de les aviser quant à la date de l'audience. Ce comportement du juge est condamnable parce que ça comporte des conséquences graves sur le déroulement du procès et ça a également pour conséquence la prolongation donc de la détention arbitraire que subissent ces professionnels des médias du groupe de presse Iwachu. Nous demandons donc que le juge puisse se saisir et puisse libérer ces 5 prévenus et surtout en respectant tous les principes qui guident le déroulement d'un procès pénal, notamment lorsque les faits recherchés et bien sûr le procès équitable. Précisons que ce 13 novembre est le 23e jour de l'équipe derrière les barreaux. Kamikaze Christine, Ndirubusa Agnès, Moses Terence, Adelimana Egide et Massabarakiza Adolphe ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Musigati où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, la chambre d'appel du tribunal de grande instance de Bubanza les inculpés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza.
Poursuivons cette édition. Les propos qui incitent à la haine prononcés par les hauts cadres de l'État sont des propos malheureux. Le discours de la haine prononcé au vu aussi d'un pouvoir en place est un crime puni par la Cour pénale internationale. C'est une réaction de maître Armel Niongere, un défenseur des droits de l'homme, suite à un tweet d'Albert Maniratunga, actuel directeur de la société Otraco, qui avait accusé le bureau de l'Union européenne de ne recruter que les femmes et Tutsis. Il a dit en se basant sur une simple photo montrant le représentant de l'Union européenne entouré du personnel féminin du bureau. Suivez Maître Armel Niongere. Les propos prononcés par le haut cadre de l'État, des propos qui incitent à la haine ethnique, montrent que le pouvoir en place est compris. Donc, lorsque une autorité prononce un discours de haine, au vu et au su d'un pouvoir judiciaire, d'un pouvoir exécutif, au lieu de le poursuivre, comme fois qu'il est promu à d'autres fonctions, cela montre que le pouvoir en place est compris à la préparation des crimes comme les crimes de génocide. Donc, ce qui est arrivé au Rwanda en 1994, de haut cadre de l'État prononçait son genre de discours de haine. Et après, il y a eu le crime de génocide. Même au Burundi, lorsque des personnalités utilisent les discours de haine pour demander des promotions à de hautes fonctions, cela montre que le pouvoir en place est en train de les protéger, que les promotions sont données par rapport à l'ethnisation de la population, à l'ethnisation de conflits, que la promotion est donnée à des personnes qui incitent à la haine ethnique, cela montre que le pays va dans des situations catastrophiques. Cela, nous ne pourrons pas avoir de surprises si on se rencontre entrer dans des crimes de génocide. Lorsqu'un enfant commet un délit, il ne devrait pas être précipitamment traduit en justice ou devant la police judiciaire. Il est important d'introduire une discussion entre l'enfant et la victime pour lui épargner la dépression comme conséquence des décisions judiciaires. C'est l'inquiétude de Bonaventure Nairaja, assistant social pour la non-incarcération des mineurs. Nairaja affirme que les décisions comme la détention préventive et la garde à vue sont réservées aux adultes. Normalement, un enfant ne peut pas être emprisonné. Les lois disent que les gardes à vue ou détentions préventives sont utilisées pour les adultes. Ce qu'on parle pour le moment, ce sont les enfants qui ont commis de petits délits, comme se chamailler entre eux ou détruire les champs du peuple, tout ça. Les lois disent qu'un enfant ne peut pas aller devant la justice. Même les avocats, s'ils trouvent qu'un enfant est encore petit, ils prennent la décision que l'enfant ne peut pas être emprisonné ou le punir en se basant sur d'autres lois. On espère que dès aujourd'hui, les voisins comprendront que si un enfant commet un délit, qu'il ne se précipite pas de l'emporter devant la justice ou à la police. Par contre, il peut en discuter avec l'enfant concerné et sa famille pour trouver une solution et pour éviter que l'enfant ait le traumatisme et pour éviter aussi que l'enfant grandisse dans une mauvaise condition. Ça pourrait créer des ennuis auprès des voisins. L'édition poursuit. 85 kilos de drogue ont été saisis par la police en zone Kamenge, commune et Nangwa. Les drogues ont été trouvées dans les domiciles de 3 hommes après une fouille et perquisition effectuée par la police dans cette zone. Cette déclaration est de Moïse Ngourouziza, porte-parole adjoint de la police nationale. Moïse Ngourouziza dit que leur dossier a été transféré au parquet pour un procès de flagrance. Suivez. Commune Ntahangwa, zone Kamenge, Mirango 2, la police nationale, dans ses activités quotidiennes, en fouille et perquisition, a pu saisir 3 hommes en possession de 85 kg de drogue. Ces hommes sont Jean Mugisha, Fisto Mugamba
et le chauffeur qui transportait ces drogues. On annonce que le dossier est transféré au parquet pour que ces hommes subissent un procès de flagrance. Ici, on lance un appel aux gens vendeurs de ces drogues de cesser pour ne pas continuer à tuer nos enfants et notre pays. Au contraire, ils peuvent choisir un autre métier. Kugira ngo bareke kutwicira abana n'igihugu ahubwo batore uwundi mwuga. Le porte-parole adjoint de la police indique également que les marchandises fraudées, faites des pagnes et plusieurs variétés de vin ont été saisies également par la police burundaise. Moïse Nkurunziza a profité de cette occasion pour demander aux fraudeurs de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard, car la police n'aura pas de pitié à leur égard. Suivez-le encore une fois. Igipolisi cy'u Burundi bivanye n'amakuru cyahawe n'abenegihugu. Informé par la population, la police burundaise a saisi des marchandises entrées frauduleusement du Congo. C'était à 4 heures du matin. Ces marchandises étaient des pagnes et des boissons importées. Il y avait 187 paires de pagnes, plusieurs sortes de vin, dont 20 grandes bouteilles et 24 petites bouteilles de vin appelées Amarura, 23 bouteilles de Gordon, 21 bouteilles de Ricard, 8 bouteilles de Martini, 7 bouteilles de Campari, 9 bouteilles de Chivas et 10 bouteilles de J&B. Ces marchandises étaient dans un véhicule type Probox, plaque GA5670. C'est pas pour la première fois que des marchandises qui entrent clandestinement soient saisies par la police et remis à l'Aubert. Nous profitons de cette occasion pour mettre en garde les fraudeurs. La police n'aura pas de pitié. La police a déjà démasqué toutes les techniques utilisées par ces fraudeurs. Nous leur demandons de se ressaisir et faire leur commerce légalement. Bagakurikiza amategeko hama bagakora urudandazwa reko n'amategeko. Parlons santé à présent. Trouver des solutions pour un meilleur traitement des maladies non transmissibles, c'est l'objet d'un atelier rassemblant les partenaires du secteur de la santé depuis mardi. Atelier organisé dans le cadre de la journée mondiale dédiée à la lutte contre le diabète. La journée est célébrée le 14 novembre de chaque année. Suivez Jean-Baptiste Nzori Ronganevier, il est secrétaire permanent au ministère de la Santé publique. Le diabète prend actuellement une allure inquiétante. Les études faites rapportent que le diabète est la 3e cause d'hospitalisation au centre hospitalo-universitaire de Kamenge, d'après une thèse de médecine. Et 30% des amputations des membres inférieurs sont liées au diabète, d'après l'étude faite à l'hôpital Prince-Régent-Charles. Bien que ces maladies non transmissibles font rage ici chez nous comme dans le monde, il y a moyen de les prévenir et de les maîtriser. Pour y arriver, il faut s'attaquer à leurs déterminants sous-jacents et à leurs facteurs de risque communs par une action multisectorielle mobilisant tous les acteurs du gouvernement et de la société. Cette conférence va nous permettre de réfléchir et de déterminer ensemble des actions phares à mener pour contribuer à la réduction des maladies chroniques non transmissibles. Page régionale avant de clore cette édition, la pauvreté est la principale source des conflits en Afrique et dans la sous-région. C'est l'explication de Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et à Paris où il participe au 2e forum sur la paix initié par la France et les Nations Unies. Selon lui, la solution au conflit est de lutter contre cette pauvreté et l'ignorance des populations pour mieux réussir l'intégration régionale et continentale. Étienne Tshisekedi était l'invité de l'émission Débat d'Afrique de RFI animée par Alain Foucault. Le mal qui ronge aussi l'Afrique. Je crois que nous devons, en Afrique, faire des efforts, nous surpasser. Et ça, je crois que c'est dû au peu d'éducation de certaines de nos masses et à la pauvreté. Je crois que si nous luttons contre ces fléaux, nous aurons fait un bond extraordinaire en avant et nous serons prêts, avec nos populations, à consolider cette zone de libre-échange continentale. Je suis à la tête du Congo depuis 10 mois à peu près, on va dire, et j'ai sillonné quasiment tous les pays voisins, tous les pays de la région des Grands Lacs de l'Afrique centrale.
Et je peux dire que je n'ai trouvé aucun chef d'État qui soit hostile à ce genre d'initiative. Je pense qu'il faut au contraire redoubler d'énergie. Parce que aujourd'hui, je crois qu'il y a une génération de dirigeants africains qui ont compris la nécessité de mettre nos billes ensemble. Et la Zletka le prouve. Et nous devons continuer, c'est un devoir. Il faut continuer cet échange entre nos peuples, et c'est possible. Mais il faut dire qu'il y a ce déficit d'infrastructures qui aussi constitue une sorte de barrière entre nos peuples. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de projets intégrateurs qui sont imaginés, initiés dans le but de favoriser ces échanges culturels, économiques et bien d'autres entre nos peuples. Et ce n'est qu'une question de temps. Je suis sûr que cette intégration réussira et les fléaux, une fois débarrassés, feront que l'Afrique recouvrera la paix. Et voilà, c'est cet élément qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.